Voilà, on arrive sur les 40 participants. Donc bonjour tout le monde, tous ceux qui arrivent. Par contre, si tu pouvais enlever ton partage d'écran, Gilbert, là on voit l'écran pour le moment. Désolé. Super. Comme ça, on te voit bien au grand. Merci. Voilà, allez, encore 1 minute et on commence. Ça va faire venir encore du monde. Allez, comme il est l'heure, je vais vous proposer de commencer. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, on souhaitait juste faire une rétrospective juste avant de commencer et de laisser la parole à notre cher hôte Gilbert Réveillon, faire une rétrospective rapide des webinaires 2025. Donc, c'est un concept qu'on a lancé au deuxième semestre, qu'on appelle Rendez-vous en terres numériques. Donc, ça a eu lieu de septembre à décembre, et puis on verra que ça a été très riche. Donc, rapidement, nous-mêmes à Cadiz, puisque vous nous posez la question qui nous sommes, on est une société qui va fêter ses 30 ans cette année. Intervient dans plus de 20 pays sur 4 continents et justement, ça nous semblait intéressant de lancer un fort de cette expérience et ayant constaté que les meilleures pratiques se trouvent un peu partout, c'est de pouvoir justement les partager. Donc, le concept de rendez-vous en terres numériques, vous verrez évidemment le petit clin d'œil au passage, c'est de décoder les grands enjeux du numérique, bien comprendre tout ce qui se passe en matière de nouvelles technologies, d'IA, de data, de gouvernance, partager aussi des retours d'expériences concrets et aussi et surtout, et c'est important, c'est d'avoir les meilleurs experts internationaux avec nous. Donc c'est un rendez-vous qui est gratuit, qui est ouvert, qui est pédagogique, voire stratégique pour certaines organisations en fonction des thématiques. À chaque fois, vous pouvez revoir la vidéo. Vous avez aussi un white paper. Et rapidement, les 6 webinaires qu'on a organisés en 2025, je les rappelle, gouvernance et gestion de portefeuille de projet, qui a déjà été un premier gros succès avec Benoît Lalonde, expert s'il en est de la gestion de projet, gestion de portefeuille de projet. Un sujet sur l'IA et l'IAG avec Jean-Jacques Essembel. Alors Benoît, évidemment, représentait le Canada. Jean-Jacques, lui, représentait l'Afrique puisqu'il a fait son séminaire du Cameroun. Votre modeste serviteur sur le paradoxe de Solo. Philippe Nougour sur tout ce qui touchait la data. Bernard Laure, qui était situé en France sur IA et marketing. Et enfin, on a terminé aussi par un autre Québécois, Claude Aymon, qui a eu un gros succès juste avant Noël sur Humain IA, ennemi, exécutant ou allié. Voilà, donc le but, c'est effectivement de continuer de capitaliser sur les enseignements 2025. On s'aperçoit que la gouvernance devient essentielle aujourd'hui pour les entreprises. L'IA générative, évidemment, très clairement, est le sujet aujourd'hui numéro 1. Donc forcément, il faut l'intégrer dans tout ça. Le numérique garantit pas la performance. Ça, on voit bien qu'une approche trop technocentrée n'amène à rien, et que c'est d'abord de management dont il s'agit. La data, qui est vraiment la matière première de cette ère servicielle dans laquelle nous sommes, et le marketing aussi, qui est la communication, qui vont être importants. Voilà donc un petit peu les enseignements tirés de 2025. Sur ce, je vais passer sans plus tarder, je vais arrêter le partage et laisser la parole à Gilbert Réveillon, que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors lui aussi, il est par nature sur 4 continents, c'est pour ça aussi qu'on l'a invité. Gilbert a fait aussi une partie de ses études au Canada, il en parlera. Il intervient aussi évidemment en Europe. Il est notamment en tant que conseiller du commerce extérieur en charge de toute la cellule sur le numérique et travaille beaucoup. Il parlera aussi de son expérience au CES, mais il intervient aussi en Asie, connaît très bien notamment tout ce qui se passe en Chine et intervient aussi
régulièrement en Afrique. Voilà pourquoi, pour commencer l'année, je trouvais que Gilbert Réveillon était le candidat idéal. Mais écoute, sans plus tarder, Gilbert, Ok, je te laisse la écoute, parole. je te remercie, Christophe. Franchement, très heureux d'être là. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce qu'elle apparaît? Parfait. Parfait, alors on y va. Bon, déjà, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui et à l'initiative d'Acadis et de son président, valeureux président Christophe, que j'ai l'honneur et le plaisir de connaître depuis peut-être 2 décennies déjà, ça va vite. Et le sujet qui nous rassemble est un sujet d'importance stratégique sur une plateforme qui est exceptionnelle, qui est le CES. Ce que très peu de personnes savent, en tout cas en France, pratiquement personne, c'est qu'il y a un CES et un CES GovTech. Le GovTech, c'est Government Technologies. Et en gros, c'est comment on vend des technologies à l'administration américaine, indépendamment des tarifs. Ce qui les intéresse, c'est vraiment l'état de l'art mondial, comment le FBI, comment la CIA, comment toutes les administrations américaines, qu'elles soient fédérales, par État, ou même par administration, peuvent avoir besoin de technologie. Ce n'est pas pour leur vendre des produits, c'est pour définir ensemble, d'un côté, 650 à 800 membres de l'administration américaine, de l'autre côté, 150 éditeurs de solutions hardware, solutions software, qui définissent ensemble ce cahier des charges. De quoi va avoir besoin le FBI dans 2 ans pour remplacer la solution qu'il a aujourd'hui pour déceler toutes les tentatives d'usurpation d'identité, tous les fake news, tout ce qui va pas bien dans le forensic. Et donc, j'ai cette chance d'être, depuis une bonne dizaine d'années, le chairman Europe du CES GovTech. Donc, ça m'amène à balayer, comme tu l'as dit, géographiquement, plusieurs zones géographiques, ce qui se passe en Asie, et plus spécifiquement en Asie, les têtes de pont que sont la Chine, le Japon, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, et puis l'Europe, je vis en France, et enfin les États-Unis et le Canada, où j'ai la chance d'être donc régulièrement 7 à 8 fois par an à Washington, à San Diego, à San Francisco, à Los Angeles, à New York, à Montréal, à Vancouver, à Toronto. Donc voilà, tout ça pour donner l'introduction de ce moment qui va être important, pour moi en tout cas, qui est de passer avec vous ces 45 minutes. Donc j'ai un peu décompté le temps que notre ami Christophe a pu s'exprimer. Je vais faire ça en 3 périodes de 15 minutes et puis après 15 minutes de questions. Vous avez en introduction ce futur de la compétitivité européenne avec le fameux rapport Draghi de septembre 2024 qui a attiré très peu de couverture médiatique en France, mais qui est un vrai sujet. C'est une vraie alerte qui explique que ben, l'Europe n'a que 2 décennies, elle aussi, de retard, et en gros 750 milliards d'euros d'investissement par an sur les 20 prochaines années pour essayer de raccrocher les wagons aux locomotives. Et ces 2 locomotives, ben, elles viennent toutes les États-Unis et l'Asie au CES de Las Vegas en janvier, qui devient ce CES, et les 2 CES ensemble, ils ont lieu en même temps pratiquement à quelques jours d'overlap et de décalage, mais en janvier, qui vient être le métronome planétaire des innovations technologiques. Et je dis bien métronome planétaire. Il donne le là et le rythme à l'ensemble des industries. Ça va du Nasdaq. Et là, il faut vraiment rompre avec l'image que le CES, ça n'est que du B2C. C'est bien faux. Il y a du B2B et du B2G, business to government et business to business. Et c'est, dès le mois de janvier, illustré une cartographie de la géogouvernance. Il y a de la gouvernance, mais on s'aligne sur ces méthodes de gouvernance. Les outils sont identiques, mais les territoires adoptent, de par leur culture, de par leur réglementation, une boussole différente, une boussole de rythme d'intégration, d'appropriation de ces technologies et des usages de ces technologies, de la compétitivité de ces blocs régionaux, tant au niveau des pays, des institutions que des écosystèmes et surtout, bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les entreprises. Voilà une petite intro, un petit peu de logo pour vous montrer la puissance graphique déjà de la CTA, qui est l'équivalent en gros, pour faire simple, d'un MEDEF à l'américaine qui représente les intérêts des entreprises américaines au Congrès. Et c'est là où le CES GovTech amène, lui, sa brique en ayant accès aux décideurs des budgets américains. Les CTO, les CIO, les CISO, Chief Information Security Officer, du gouvernement américain et des administrations américaines, les décideurs de quelques milliards de dollars chacun sur 10 ans. Chacun. Alors,
ce qui ressort, et vous avez en haut à gauche une illustration de ce que c'est que le CS GovTech. Vous voyez les deux drapeaux, le drapeau français parce que je suis français, et le drapeau américain parce que celui qui est à côté de moi et en face de moi, c'est le CTO, le Chief Technology Officer du USPTO. USPTO, c'est l'agence des patents, des brevets, c'est l'équivalent de l'INPI français. Donc il y a eu cette rupture de cette année, bien qu'on parle de l'IA depuis 2000, j'ai retrouvé tous mes vieux fichiers de l'époque, mes présentations et tout ça. L'IA, on en parlait déjà en 2018 au CES et CES GovTech. J'ai fait intervenir euh, Lucie, qui était le robot humanoïde qui répondait à des questions déjà en 2018. Donc l'IA, par contre, maintenant, ça n'est plus une solution logicielle, ça n'est plus un robot qu'on fait parler, c'est une infrastructure qui devient stratégique. Et dernier élément qui est important pour vous, que vous compreniez mon positionnement, c'est que je suis juge au CES Innovation Awards. Je suis le seul Français à l'avoir été 5 années consécutives, 2022 à 2026, dans une catégorie qui va certainement vous intéresser, qui est la catégorie cybersécurité. Et alors là, quand on voit les 100 candidatures qui arrivent chaque année, une centaine à peu près, que l'on doit traiter en tant que juge, on tombe par terre. On voit des choses qui sont hallucinantes, tant dans les technologies que les usages de ces technologies et les réglementations qui s'appliquent ou qui devraient s'appliquer, mais qui ne sont pas le cas. Alors je vais avancer un petit peu et avec un agenda que je vous propose. L'IA, comment l'IA est vécue au CES 2026 dans cette place de marché qui présente 20 000 innovations chaque année, avec des enjeux de leadership et de convergence. Et ça, c'est un mot qu'on a du mal à comprendre en France, c'est la convergence des trois technologies. C'est-à-dire que par silo ou individuellement ou verticalement, chacune de ces technologies amène un avantage comparé, mais ce sur quoi plusieurs pays, dont la Chine et les États-Unis, se battent, c'est sur une convergence de ces trois. C'est-à-dire qu'on va 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, ça fait 4, voire 5, parce qu'on va chercher les effets de levier, les synergies qu'il peut y avoir à combiner l'IA avec les technologies quantiques, TK, et l'IA avec DLT, Decentralized Ledger Technologies. Et l'IA, technologie quantique et blockchain, parce que DLT c'est la blockchain, c'est des répertoires distribués, partagés, et ben, ça amène de nouveaux leviers de transformation. Du coup, au CES, on voit des solutions avec des enjeux par pays ou par territoire qui sont très remarquables. Il y a des enjeux de robotique, d'humanoïde, et enfin ce qu'on a vu avec l'IA physique. On a changé de paradigme, on est allé un peu plus loin à pousser le bouchon, comme dirait Marcel dans sa pub. On est dans l'IA physique. Pourquoi? Et vous allez voir, parce qu'il y a des technologies qui sont d'usage global, mais aussi très culturel. Et on se permet de faire des choses sur la reconnaissance faciale en Chine que l'on ne peut pas faire tout à fait aux États-Unis, mais que l'on peut encore moins faire en Europe, surtout en France, pour plein de raisons culturelles et d'éthique. Alors, les enjeux de sécurité, des enjeux de standards de sécurité, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de vouloir sécuriser, c'est comment on se met d'accord sur les standards. Et là, la Chine, très souvent, elle fait le cavalier seule à définir ses propres standards, ce qu'on a vu avec le BSA ou le BSN, Blockchain Security Network, qui a été un standard bien avant sur la blockchain, bien avant l'ISO, la certification internationale. Alors, il y a des risques nouveaux qui apparaissent avec des nouveaux marchés, de nouvelles opportunités, et ça se chiffre autour des 300 milliards, et vous allez voir lesquels. Donc, il y a de nouveaux moyens de paiement, et ça, c'est une rupture fondamentale dans les enjeux de souveraineté. On décide mal, on comprend mal encore, c'est quoi ces enjeux de souveraineté associés aux moyens de paiement, qui est une transaction qui permet de tout savoir qui a acheté quoi, quand, comment, pourquoi, avec qui, où, sur quelle fréquence. Et on fait des algorithmes très forts là-dessus. Donc il y a une thèse américaine, il y a une antithèse asiatique, et puis au milieu, on essaye d'avoir une synthèse européenne sur ces enjeux de agentic commerce. C'est-à-dire comment on migre. Aujourd'hui, j'ai vu des études qui montrent qu'en France, on a déjà 50% du e-commerce qui est influencé par de l'IA générative. On n'est pas encore dans l'agentic commerce, mais on s'en rapproche. Les Chinois, ils sont déjà. La confrontation de titans, alors ça, c'est impossible de le rater au CES. Deux titans qui se battent. Nvidia, qui est absolument phénoménal, qui cette année a occupé un espace qui lui était dédié, et Intel, qui s'est dit, bah, je vais être le premier à communiquer sur les microprocesseurs non plus en nanomètres, mais en angstrom.
18 angstroms, ça fait 1,8 nanomètres. Mais c'était un positionnement marketing d'une infrastructure technologique qui l'a rendu capable et qui lui permet d'aujourd'hui d'être le premier acteur sur le marché avec des microprocesseurs, des transistors inférieurs à 2 nanos. Le CEA, il y a, il y a des enjeux de RH, de formation, et je vais vous montrer certaines choses sur ce que j'ai vu au CES Innovation Awards, notamment sur la Corée du Sud et la formation qui est faite des ingénieurs, autant en Chine, en Inde qu'en Corée. Ça permet de revisiter le cycle pédagogique qui va jusqu'au diplôme d'ingénieur. On est à 35 000 diplômes par an en France d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs répertoriées. On en est à quelques millions quand on fait la Chine et l'Inde par an. Vous allez voir. Quelques effets de prospective. À quoi on peut s'attendre pour 2027? Voilà le programme sur lequel je vais avancer. Mais avant d'avancer, je crois qu'aujourd'hui, il y a Claude Salzman, le président du Club européen de la définition de la gouvernance des systèmes d'info, qui a été énoncé sur son blog et sur ce club européen. Vous avez le Club européen de la gouvernance des systèmes d'info. Alors, accessoirement, je suis maître de conférence à l'Institut, ex-maître de conférence à l'Institut Mines Télécom, qui est la fusion des écoles des mines et des écoles télécom. Donc, j'ai un peu de logique académique et de publication scientifique. Mais je m'intéresse également à ce club dans lequel j'ai le privilège, grâce à Claude et à Christophe, de pouvoir intervenir et participer. Et il nous dit, ben voilà, on ne peut pas caractériser la gouvernance des systèmes d'info par les rouages et les mécanismes mis en œuvre, mais par son rôle. C'est quoi le rôle des systèmes d'info? Parce que c'est ce qu'on voit se battre au CS de Las Vegas. Ce sont des logiques de systèmes d'information sur toute la chaîne de valeur. Et c'est un dispositif qui permet d'accroître l'efficacité et la productivité des entreprises. Et c'est là l'enjeu, de bien voir l'enjeu des entreprises et par qui elles sont détenues, comment elles sont financées. On a les state-owned enterprises en Chine. On a le Small Business Act aux États-Unis, où on va chercher du financement, qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place en Europe. En tout cas, gain de productivité, et c'est ce qu'on va pouvoir mesurer, et c'était le parti pris du CES 2025 et 2026, que de positionner l'IA comme étant le maître mot de ce qui pouvait circuler dans l'ensemble des rayons et des salons d'exposition du CES. Voilà, un petit mot donc sur cette définition qui va nous aider, j'espère. Voilà, merci Claude à cet effet. Alors, ça a été une rupture pour moi que de constater le leadership, mais avoué, de la Chine. C'est-à-dire que les Américains ont toujours été dans le déni de l'avance technologique sur 70 technologies d'avance et de stratégie pour les pays. Une bonne soixantaine sont détenues par les Chinois. Là, l'aveu est sorti carrément pendant le CES GovTech et physiquement, on l'a ressenti au CES tout court. Donc, dans le CES, il y a cette convergence entre l'IA physique, la robotique industrielle et les architectures de calcul qui vont du cloud qu'on a connu jusqu'à System on Chips et carrément au niveau du robot lui-même. Donc le CES de Las Vegas de Vivlastic, c'est quoi l'impact par rapport à 2025? Il y a une reconduction de 280 milliards d'impressions, tous médias confondus. C'est 1 trilliard de reach pour 20 000 innovations qui sont présentées, donc 34 catégories. C'était la 4e édition de Mon Village, un village à espace dédié sur le Web3 et la tokenisation.ai. Pourquoi le Web3? Pourquoi la tokenisation? Parce que tous les marchés financiers de la planète s'orientent sur les DLT, Decentralized Ledger Technologies, qui correspondent à la tokenisation de real world assets ou d'actifs financiers. Avec une trentaine d'experts mondiaux parmi les meilleurs et une soixantaine de sessions de speech, de convergence stratégique sur ces 3 technos transformatives, qui ont commencé déjà au 13e plan du Parti communiste et qu'on va voir dans le détail. La tokenisation, le BIS, Bank of International Settlement, la Banque des règlements internationaux, s'intéresse à la gestion un peu plus transparente suite à l'impact planétaire qu'a pu y avoir la crise des subprimes en 2008. La technologie de DLT, de blockchain, permet d'éviter tout ça. Donc, on voit également une présence de journalistes exclusive au monde, 9000 journalistes, qui représente 6900 médias. Alors, un petit peu d'histoire très rapide sur l'IA et comment ça. On est passé du cheval et du labeur à cheval où John Deere, totalement déshumanisé, c'est un robot
connexion par satellite et qui doit être sécurisée, et on va voir comment. Et on arrive à carrément avoir un peu toutes les évolutions historiques, le temps qu'on a mis pour avoir la reconnaissance de texte, la reconnaissance vocale, et la reconnaissance faciale et la reconnaissance émotionnelle, comme vous allez le voir dans ce que font les Chinois dans la formation de leurs étudiants et notamment leurs ingénieurs. Et on pousse un peu plus loin la logique avec la Dark Factory chinoise, où là, il n'y a carrément plus d'humains du tout dans une usine. Et on va voir quelques exemples concrets. Un petit rappel sur le deep learning, le machine learning et l'intelligence artificielle, où elle se situe au croisement de tout ça avec la data science. Alors, pourquoi le CES 2026 vient changer la donne? Il y a vraiment trois ruptures fondamentales qui sont apparues. Et de bien comprendre que le CES de Las Vegas, ça n'est plus du B2C seulement. Quand on a le Nasdaq qui vient 3 années consécutives dépenser quelques dizaines de millions de dollars pour prendre la parole en keynote, présenter ce qu'il fait avec la CTA sur les ETF, avec les indices boursiers, et que le Nasdaq est là pour vendre ces technologies transactionnelles à des institutionnels, à des banques, ben on comprend que ça n'est plus du B2C. On est vraiment dans le B2B et tout l'espace ne se convertit pas au B2B, mais laisse une place de plus en plus prépondérante à ce sujet-là. On est passé bien sûr de l'IA qui était assez générique à l'IA physique, où on passe à des structures, à des infrastructures qui sont critiques. C'est plus un logiciel simplement, c'est pas une solution logicielle. Elle devient une composante essentielle euh, physique, sécurisée des réseaux et des systèmes nationaux, et on va voir la convergence de ce que font de certaines banques. J'ai un biais fondamental sur la finance, ne m'en voulez pas, mais c'est un élément assez structurant pour notre euh, souveraineté nationale. Et enfin, cet élément dont je parle, qui est cette convergence, où on voit très clairement l'impact que peut avoir les synergies de couplage entre l'IA et le quantique, les technologies quantiques, l'IA et la blockchain, et les trois ensemble. Alors, l'IA structure désormais, ça structure quoi? Des choix industriels et des choix géopolitiques. C'est pour ça qu'il y a ces synergies dont j'ai parlé qui sont inédites. Alors, premier point, pourquoi je parle de convergence de ces trois technologies et l'impact que ça peut avoir? Vous avez là la création d'un nouvel espace qui est le Foundry Pavilion, qui a été trusté, envahi par NVIDIA en laissant de la place. Mais je veux que vous puissiez le lire vous-même. C'est le CES Foundry. Déjà, c'est un nouvel espace pour faire des revenus, parce qu'on est aux États-Unis. Le moindre pixel doit avoir un rendement. Et il nous est dit, l'introduction de CES Foundry, c'est le heartbeat of AI, blockchain, quantum innovation. Je tarabuste, je pousse les solutions quantiques de D-Wave depuis 2018 au CES et CES GouffTech. Donc, déjà un petit quart d'heure qui est passé. Et enfin, les CES Innovation Awards Categories, avec une première, j'ai travaillé 3 ans là-dessus, qui est la convergence entre le Festival de Cannes, qui a son marché du film, qui s'appelle Cannes Next, et la CTA avec le CES, pour créer une nouvelle catégorie, qui est l'usage des innovations technologiques dans l'industrie et les écosystèmes de la production de films et la distribution audiovisuelle. Donc ça a été un succès. Alors, la convergence, elle redessine la compétition mondiale. Elles ont chacune, chaque verticale, leur poids, mais il est important de bien saisir qu'il y a une pondération des investissements et vous allez voir quelques mesures qui se sont révélées pendant le CES 2026. Alors, j'en ai déjà parlé. Voilà à quoi pouvait ressembler mon village. On a toujours une première mondiale. Et cette nouvelle infrastructure qui va chercher la confiance et la sécurité de la blockchain, l'IA avec ses décisions et l'apprentissage et l'autonomisation des agents, et la puissance de calcul derrière le quantique et les technologies quantiques, et pas simplement l'informatique quantique universelle. Je sors de l'universalité, je ne suis pas un poète, je suis un pragmatique, et je regarde que depuis 2016, la Grande-Bretagne s'intéresse aux enjeux de technologie quantique d'un point de vue commercial et pas que scientifique pour nous expliquer qu'en 2035, on sera champion du monde. On a le droit de le croire, la réalité est peut-être différente. Toujours est-il, un exemple d'acteur venu au CES pour présenter NVIDIA, qui met en évidence sa nouvelle puce et qui parle plus de CPU, GPU, mais de QPU, Quantum Processing Unit, à l'ère de l'IA. Et ça, c'est un point important, c'est quand même la première société au monde à avoir franchi une capitalisation de 5 trilliards de dollars. C'est-à-dire une fois et demie plus que le PNB de la France en termes de valorisation. Alors,
On voit des robots partout et c'est ce qu'on va voir avec. C'est un article a été fait pendant le CES et c'est l'enjeu aussi du CES de Las Vegas avec ses 6600 médias et 9000 journalistes. C'est qu'il y a une couverture médiatique, je l'ai dit, c'est un trilliard de reach qui est très forte. Et beaucoup de laboratoires, du top 5, Accenture, McKinsey, Benz, BCG, Ernst Young, KPMG, ne m'en voulez pas si j'en ai oublié, mais tous communiquent sur leur analyse du CES, des technologies qui ont été mises en évidence. L'automobile est un vecteur de transformation fondamentale. La transformation digitale dans l'automobile, et on voit l'émergence de définitions de standards interrégionaux. On voit la capacité d'utiliser des robots dans la construction de ces véhicules autonomes, qui sont eux-mêmes de plus en plus autonomes. Mais quand on regarde les chiffres, eh ben, on voit où se situent les Chinois par rapport aux Américains en termes de livraison de ces robots. On est vraiment partout, dans tous les stands qu'on a pu voir, euh, il y avait une grosse hégémonie de robots humanoïdes et industriels chinois. Alors, ça, je l'ai déjà donné ces chiffres, mais c'est un résumé très fort et symbolique du retour en puissance des acteurs chinois tels que Huawei. Très en avance sur la 6G, en nombre de brevets. Ça fait pratiquement 5-6 ans qu'ils ont déjà des brevets sur la 6G. Quand nous, on s'intéressait à la 5G, ils avaient déjà mis de la 6G. Quand les Américains s'intéressaient à passer de la 4G à la 5G sur certains aéroports, nos amis chinois produisaient déjà des brevets sur la 6G. Donc, on va y revenir. Mais Huawei a été perçu comme le fer de lance d'un escadron de 1000 entreprises chinoises. C'est un tiers des exposants totaux. 4600 exposants. Le salon s'est ainsi transformé en une vitrine de puissance technologique chinoise. 330 journalistes sur les 9000 qui étaient inscrits. Tous les champs d'application possibles et imaginables. Et les Coréens ont profité de l'absence de 2024 et 2025, sont très sensibles de l'absence des Chinois, à vouloir occuper leur emplacement. La nature a horreur du vide, comme on dit. Mais là, cette année, ils ont été un peu bousculés, les Coréens du Sud notamment, bien sûr. Alors, 5 domaines clés de l'infrastructure de l'IA: la robotique industrielle, l'IA physique, les calculs à haute performance, le Edge AI. Comment on va chercher au plus près possible de l'objet connecté cette autonomie? Et le continuum du cloud to robot. Alors, pourquoi toute cette agitation? C'est la promesse des 30% de croissance annuelle du World Growth du produit national mondial. 30%, ça fait beaucoup, et on voit que ça s'intègre dans plein d'industries. J'ai été frappé de voir l'intervention de Lilly, qui a été très investi sur, attention, maintenant on a des laboratoires pharmaceutiques qui sont autonomes. On parle d'usines autonomes, on parle de laboratoires de recherche en pharmacie, avec des self-driving labs. Ça, c'était une bonne rupture pour moi. Bien sûr, l'automatisation dans la Dark Factory. Je vous enverrai le lien si ça vous intéresse, mais parce qu'on n'a pas trop de temps de disponible, je ne peux pas vous le passer, mais ça illustre comment on produit un iPhone par seconde dans certaines usines chinoises grâce à ces Dark Factory. Dark parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas besoin d'être humain, sauf la mise en place de l'usine et qui elle-même est pas mal automatisée. Des exemples de ce que peuvent reproduire les schémas LLM et les téléchargements de modèles d'IA. Alors ça, ce qui m'ennuie un peu avec ce schéma-là, c'est que c'est Hugging Face. C'est-à-dire que c'est occidental. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les téléchargements, les downloads qui sont faits des modèles chinois en Chine ou dans le reste de l'Asie. Parce qu'ils n'utilisent pas Hugging Face en Chine. Et surtout, quand on sait que, et plusieurs études l'ont démontré, pratiquement 75 à 80% des entreprises start-up de la Silicon Valley utilisent des open weight d'IA chinoises, parce qu'elles sont gratuites. Alors, il y a eu un effet de latence Microsoft et plein d'autres acteurs dans le domaine des LLM. Quand on a un abonnement à un gros éditeur de logiciels, et que ça intègre, que c'est intégré, on va le garder pendant un moment. Mais dans les startups qui, elles, démarrent, plus de 75%, plein d'études l'ont démontré, utilisent les OpenAI chinoises. Alors, ce qui m'a choqué, moi, dans les Dark Factory et ce que j'ai vu au CES, c'est Amazon Web Services qui hurle à la mort et qui dit, moi, j'ai 1 million de robots, je ne sais plus les gérer, c'est devenu trop compliqué. Et à l'opposé, vous avez les Dark Factory, où là, on est capable de gérer
des millions de robots de manière tout à fait autonome, ou alors, ce qu'on a vu là pendant le record du Guinness, 15 000 robots, 15 000 drones gérés par un seul ordinateur. Et on passe du B2C au B2B, mais aussi au B2G. C'est-à-dire qu'il y a une logique gouvernementale derrière. Et vous allez voir comment. Alors, les enjeux des territoires que l'on observe au CES. Les États-Unis, c'est une logique de marché. Des éléments, la collaboration publique-privée, elle est volontaire, la DARPA, qui est juste l'intelligence artificielle, artificial intelligence, attention, ça vient de la DARPA, c'est l'agence de défense américaine, et intelligence, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent, d'accord? C'est tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche au forensique. Alors, la preuve par le marché que l'IA amène de la productivité. On est passé à des gains de productivité alors qu'il y a eu des déclarations des chiffres de l'emploi qui est sorti enfin. 584 000 emplois avaient été initialement estimés, alors que le nombre réel qui a été mesuré récemment passe à 180 000. C'est-à-dire qu'il y en a 403 000 de moins que ce qui était annoncé dans les statistiques. Quand on a cette baisse significative du nombre d'emplois créés et qu'on a une augmentation de croissance de 3,7%, il est clair qu'il y a un découplage et qu'il y a le maintien d'une production élevée par rapport à de la main-d'œuvre significativement plus faible. Et ça, c'est juste sur les États-Unis, qui rattrapent leur retard sur la Chine, à mon avis. Donc, les AI Productivity Gains aux US. Alors, oui, pourquoi la Chine? Ben voilà. Il y a aujourd'hui dans les data centers, je pense que c'est quelque chose qui peut vous percuter, mais c'est ce que je présente dans le cadre de mes activités de conseiller du commerce extérieur, en tant que président numérique du groupe d'expertise numérique du Comité national des conseillers du commerce extérieur. On est 5000 sur 150 pays, je fais des rapports tous les 6 à 9 mois à la DG Trésor. C'est tout simplement que la Chine, elle a fait une fusion obligatoire entre la recherche, entre le civil et le militaire, le MCF. Et ils ont alors, quand on regarde la consommation énergétique des data centers américains, qui est annoncée en nominal, et qu'on compare ça à la consommation des data centers chinois, qui elle est réelle, on se rend compte que les chiffres présentés par les Américains sont un peu triturés et un peu faux, voire petite propagande. Mais là où il y a vraiment un effet dramatique, entre guillemets, et je pèse mes mots, c'est le sujet de rendre obligatoire cette fusion. Et sur les data centers utilisés dans le civil, il y aurait besoin de 3 à 5 heures maximum pour transférer l'usage d'un data center civil en usage d'un data center militaire. Parce que, by design, par principe, par conception, des entreprises comme Huawei, des entreprises comme Alibaba, des entreprises comme Tencent ont l'obligation de répondre à des standards militaires. Et ce shift, ce passage opérationnel, cette réserve excédentaire de data center passerait de 3 à 5 heures du civil au militaire, 3 à 4 semaines aux États-Unis, 3 à 4 ans en Europe. 3 à 4 heures, 3 à 4 semaines, 3 à 4 ans. Les 3 blocs régionaux s'affrontent sur ces sujets-là et ça éclabousse quand on est au CES GovTech. Alors, pas nouveau, les robots industriels, quand on voit la Chine et le reste du monde, la Chine est loin devant déjà depuis 2020. Alors, la Chine finance l'ensemble de la chaîne d'IA, celle des semi-conducteurs, via des Initial Public Offering à Hong Kong. Et j'ai eu la chance exceptionnelle cette année d'accueillir comme keynote speaker et sponsor Hong Kong et l'autorité des marchés financiers de la place de marché de Hong Kong. Et ils travaillent sur ces sujets-là de tokenisation des actifs réels. Je vais en parler un peu plus loin, vous allez voir. Mais les marchés se structurent, se financent sur ces nouvelles technologies. Et la Chine, bien qu'il y ait en China Mainland un ban, donc une interdiction de toucher à des actifs numériques tels que le Bitcoin, la crypto, le minage, en réalité, la place de Hong Kong est le fer de lance. Alors, mais un iceberg peut en cacher un autre. Hong Kong, plateforme financière d'une stratégie industrielle intégrée, ça on l'a vu. Mais regardez la répartition géographique des 30 fournisseurs principaux, il y en a d'autres, hein, des robots, et on revoit les Unitree, les Agobit, les Ubitech.
tous ces acteurs chinois et leur localisation géographique. Alors, comment se positionne cette stratégie civilo-militaire en Europe? Le point bloquant, qui est fondamental pour nous respecter, notamment les petits pays ou les grands pays, peu importe, c'est un besoin de consensus. Et là, on transforme ces 3 à 4 heures de transformation d'usage d'un data center de civil au militaire à 3 à 4 ans, parce qu'il faut un consensus. Et il y a des fonds européens de défense, il y a toute une animation. Mais tout ça ne peut se faire que par consensus. Et comment nous, la France, on est perçu au CES? On est perçu par notre capacité de connectivité avec les câbles sous-marins qui viennent chez nous, les nœuds, notamment à Marseille. Talent. On a des talents qui, en termes de ratio coût-bénéfice, quand un salaire d'un polytechnicien est de 60 ou 80 000 euros par an et qu'il est à 350 000 quand il sort de Harvard ou quand il sort de Stanford ou de Wharton, il y a un petit décalage pour un livrable d'un PhD ou d'un post-PhD. En termes d'énergie, on est à bas carbone, même si 60% ou 70% des centrales nucléaires françaises sont d'origine américaine avec Westinghouse. Les institutions, ben, on fonctionne bien, même si le consensus peut être long. Et après, en fin de compte, notre positionnement. Alors, il y a eu une année fondamentale au CES de la France qui a été l'impact, pour une première, de L'Oréal. Alors, vous verrez dans les capitalisations boursières, il se trouve que L'Oréal est pas mal placé en ce moment en France. Mais au CES, ils ont eu 8 Innovation Awards. C'était phénoménal pour une entreprise française. C'est pas la seule, mais ils sont rentrés dans les beauty tech. Et ils ont trusté la ville en 2023-2024, trusté la ville de Las Vegas de partout et pris la parole sur le Central Stage du CES de Las Vegas. Alors, on a eu un ministre de l'économie qui est devenu président, qui a lui aussi fait partie de ces keynotes ou de ces panels qui pouvaient avoir lieu sur les Center Stage du CES. Et on sait ce que ça peut donner pour la Startup Nation, qui était le concept qui était lancé à l'époque. Les principales valeurs qu'on nous reconnaît, la recherche académique, les robots de service, l'IA appliquée, les partenariats européens, le soutien gouvernemental. On n'y échappe pas. On regarde aussi ce qui peut être fait par les investissements étrangers. Et là, il y a une petite propagande, c'est là où ce que je m'efforce de faire, et notamment dans la communauté des conseillers du commerce extérieur, c'est un discernement des messages politico-médiatiques. Il y a des messages où on nous dit, ben voilà, on annonce 69 milliards d'investissements directs étrangers en France. Okay. Quand on regarde ce qui est décaissé, on est à 3-5 milliards. Alors, je vous rassure, ça n'est pas spécifique à la France. C'est ce manquement de discernement politico-médiatique. Les médias communiquent pour partie, pour tous même, le fait qu'aux États-Unis, il y a eu un acte qui a été balancé. Mais quand on regarde les statistiques d'un peu plus près, on voit qu'il y a eu une augmentation de 32% dans les investissements industriels en 2025, qui se chiffre à 1,8 trilliard. Il y a eu aux États-Unis 96% de croissance et en Europe 22%, à 214 milliards. Donc, on voit les ordres de grandeur. 69, ça paraît bien. 3, c'est la réalité, ou 5. Le décaissement est plus compliqué. Alors, il va falloir que j'accélère parce que je voulais juste vous montrer, quand je parle de convergence et la propagande politico-médiatique de Stargate. Sur les 500 milliards, il n'y aura jamais 500 milliards sur l'IA. Quand on regarde en Europe, 200 milliards sur l'IA, 112 millions sur les technologies quantiques. La BPI, elle, sur la blockchain, elle met 20 millions. La Chine, 270 milliards d'investissements en 2025, 270 milliards, 20 millions la BPI. Il y a peut-être un petit écart qui est important de bien cadrer, notamment quand on regarde après les risques que ça propose, les risques que ça impacte et les cibles que ça peut avoir. Alors, toujours de ce qui est très répandu au CES, c'est une logique industrielle des technologies quantiques. Certes, on a de brillants scientifiques, on a même le prix Nobel de 2000, il y a 2 ans, avec Alain Respect, sauf qu'il n'y avait aucune société française sur les 30 qui exposait dans le Foundry, qui était l'hôtel dédié au NVIDIA et à l'approche industrielle des technologies quantiques. Donc il y a un petit souci. Alors, le CES GovTech, on parle de cryptologie post-quantique depuis 2018. Le NIST, National Institute of Standard and Technology, parle de cryptologie post-quantique. Et en 2024, à l'ambassade de France à Washington, j'en étais à ma 6e organisation de cet événement à Washington pour présenter des entreprises françaises. Le patron du NIST en charge de l'appel d'offres qui a pris 9 ans
a expliqué à toutes les agences américaines qui étaient présentes que la cryptologie post-quantique était une obligation d'urgence. Alors, ça me fait plaisir de voir qu'en 2026, il y a la priorisation de la cryptologie post-quantique par Europol. Ah, c'est pas mal. Mais quand on regarde ce que font certaines banques américaines qui ont compris l'impact que peut avoir la cryptologie post-quantique, et là on parle à des DSI, à des CTO, à des CEO, c'est important de bien comprendre qu'il y a déjà une banque qui s'appelle JP Morgan qui travaille sur cette dualité cryptologie post-quantique et QKD, les deux standards fondamentaux qui n'ont pas leur même positionnement, et ils l'appellent ça, depuis 2024, le Dual Remediation Strategy. Alors, ça a commencé en 2020. Et on arrive en 2026 avec cette logique-là d'utiliser le QKD pour le réseau de blockchain interbancaire. Réseau de blockchain. C'est-à-dire qu'on est dans les trois technologies que je vous évoque depuis le début. L'IA avec les smart contracts, la blockchain avec les DLT et les technologies quantiques. Alors, pas aller trop loin, mais l'accès légitime au fichier national des comptes bancaires, on est 1,2 million Français qui ont un compte, qui ont été hackés, pillés, là, il y a quelques jours. Alors, je reviens sur nos amis de JP Morgan, parce que c'est la banque de référence, vous allez voir, qui a compris qu'il y a une couche de confidentialité de transport entre le QKD et les réseaux de cryptologie post-quantique, post-quantum crypto en anglais, l'intégralité et l'auditabilité, la blockchain. Alors, ils utilisent des standards bien spécifiques de blockchain, mais elle est autorisée, permissioned, avec les smart contracts. Et enfin, la gouvernance d'accès avec l'identité, avec les règles et single sign-on. Mais l'architecture quantum safe cible, il y a eu un précurseur dans le milieu bancaire, ICBC, qui lui a commencé en 2015-2016. Et il y a eu Missius, qui est la communication satellitaire quantique, en 2016 entre deux villes, Pékin et de l'autre côté, en Autriche, Vienne, 7000 km pour l'intrication quantique. Ah, c'est pas mal, hein? Alors, quand on fait un tableau comparatif de ces stratégies, QKD et la blockchain, QKD et le DLT et la cryptologie post-quantique, vous avez certains acteurs qui apparaissent. Alors voilà, ce sont bien trois piliers pour une seule architecture de confiance. Parce que l'enjeu aujourd'hui de l'IA, c'est qu'elle bouscule nos référents de confiance. Elle vient percuter avec un volet phénoménal d'augmentation de fake news, de compromission de données, d'usurpation d'identité. Et là, vous avez ces trois, la DLT, la cryptologie post-quantique, on a juste 3-4 ans de retard. C'est pas très grave, on va rattraper en théorie. Le QKD, Quantum Key Distribution. Alors, je vous rassure, hein, mon rôle n'est pas d'être bashing, au contraire, mais c'est de relativiser ce qui se fait par ailleurs, auquel je suis confronté depuis plus de 15 ans. Parce que je voyage en Asie, je voyage aux États-Unis plusieurs fois par an, et bien sûr, je suis natif d'Europe. Alors, l'IA, dans tout ça, ça devient non plus un triptyque, mais un quadritique, avec l'IA qui vient orchestrer, qui transforme les mécanismes passifs que sont la blockchain avec les smart contracts. Smart contracts, c'est fondamental de comprendre comment ça marche. La Banque de France travaille dessus depuis des années, mais ça n'est pas encore dans l'esprit des entrepreneurs, dans l'esprit des entreprises, dans l'esprit des comités de direction, dans l'esprit des DSI, ou très peu. Le QKD, encore moins. C'est le standard chinois que même les Américains sont obligés d'adopter pour utiliser. Alors, il y a eu en Europe IDQ, qui était détenu à 90% par South Korea Telecom, et qui proposait déjà des clés de QKD, Quantum Key Distribution, des distributions de clés quantiques, déjà depuis plus de 5 ans. Voilà, et la gouvernance dans tout ça, avec les audits automatisés, prédictifs, les tableaux de bord de risque et dynamiques. Voilà, alors, les smart contracts et l'IA, c'est fondamental de comprendre qu'un smart contract, c'est de l'IA déjà. Alors, il va évoluer, et on voit les différentes étapes qu'on peut lui soumettre. Mais quand on regarde le classement Evident 2025, quelles sont les banques qui sont prêtes? Alors, en France, on en a quand même. Mais quand on regarde un peu plus près, les banques américaines se sont inspirées de ce que fait JP Morgan Chase. BLT, PQC, QKD, opérationnel depuis 2024. En réalité, ils ont commencé en 2020. Ça fait réfléchir. Alors, du coup, qui d'autre que les États-Unis, que la Chine et l'Europe
se sont intéressés au CES 2026. Et là, ça a été une surprise. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont décidé d'avoir un pavillon commun, avec un niveau d'engagement tellement puissant que c'est impossible de les ignorer. Et je ne fais pas fi des autres pays qui sont représentés, comme l'Italie, les Pays-Bas, plein d'autres, ou des pays d'Afrique, mais il y a eu un ban, une interdiction d'émission de visa pour les pays africains, une bonne quinzaine, et un mois et demi avant le début du CES, par l'administration Trump. Donc ça, c'était un petit blocage. Mais l'Émirat arabe uni et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont un acteur majeur avec 2,5 trilliards de dollars d'engagement. Mais pas les 69 milliards que nous, on a prévus pour décaisser 3,5. Ils décaissent beaucoup plus. Les 3,5, ça correspond à 2,5 et 1 entre les Émirats arabes unis et le Qatar et l'Arabie saoudite, avec des engagements réels. On y voit des entreprises comme Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, classique. Les Chinois ont été sortis de l'Arabie Saoudite. On voit des investissements directs étrangers qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui va se passer dans les années qui viennent et quels ont été les processus décisionnels qui ont été mis en place pour en arriver à faire ça. Alors, des commandes massives. euh, alors, il y a eu l'absence d'Aramco, mais il y a eu le pavillon des Émirats arabes unis, avec des investissements annoncés, mais qui sont livrables et qui sont mesurables, avec des fonds souverains fondamentaux. Euh, la Chine perd du terrain face aux États-Unis, aux Émirats arabes unis. On peut comprendre le positionnement que peuvent avoir aujourd'hui la plus grosse flotte jamais déployée par les États-Unis autour de l'Iran. Il y a une zone à protéger. L'Arabie saoudite en elle-même, alors il y a des acteurs fondamentaux qui sont apparus, tels que Human et plein d'autres. Je suis obligé d'aller très vite, je suis désolé. 2 minutes, Gilbert. Ouais, ok. Alors, attends. Alors, on y trouve des solutions. Alors, les robots, cette année, c'est les 6 critères d'évaluation que j'ai mis en place, hein. Mais les critères sont là, impact potentiel du marché, la rupture techno, l'accessibilité, la démocratisation, les résolutions de problèmes réels et pas théoriques en 2035, écosystème et intégration et la viabilité commerciale. 55% des robots humanoïdes exposés étaient chinois. L'impact visuel. Alors, il y a quand même eu quelques Français et quelques Britanniques. Unitree, 16 000 $. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Amazon et acheter un de ces robots d'Unitree à 15 000 $. C'est 10 fois moins que les 150 000 $ du robot pliable américain. Plein d'objets, c'est quand même le CES, je pense que vous devez vous attendre à avoir certains objets, donc les lunettes, tout ça c'est chinois. DeepSeek R3, mais je veux aller plus loin, je vais vous montrer des choses qui vont vous perturber, j'espère, pas trop, mais suffisamment pour qu'il y ait une alerte sur le fait qu'il y a cette convergence de sécurité, de plateforme de confiance qui est à redéfinir. Les USA sont excellents dans l'innovation en IA, avec des acteurs tels que Boston Dynamics, Nvidia et autres. Mais les Allemands ne sont pas en reste, les Japonais non plus, la Corée du Sud non plus, la France et le Royaume-Uni. Recherche de pointe, recherche académique. Mais eux, ils ont une déclinaison plus commerciale que la nôtre. Alors, même si on a un acteur qui est phénoménal avec Mistral. Les avantages concurrentiels de chacun des pays, la vitesse d'itération et de prototypage, les coûts de production ultra compétitifs et la chaîne d'approvisionnement complète, du B2C au B2B au B2G. Et le G est fondamental pour bien comprendre ce mariage entre les deux. La vitesse d'exécution, l'intégration verticale, le soutien gouvernemental, les prix dont j'ai déjà parlé. La Chine avance plus rapidement dans la commercialisation de ses produits. 18 à 24 mois aux US et en Europe pour quelques dizaines de mois en Chine. L'usine fonctionnelle. Alors, je vais avancer parce que je veux vraiment vous amener sur l'IA agentique. Il y a des solutions culturelles. La première des cultures, c'est de comprendre la culture financière américaine. Le moindre pixel au CES, c'est payant. Mais par des entreprises qui ont des valorisations que vous avez là, je les ai relevées le 24 février. Et vous voyez en vert ce qui est montant et en rouge ce qui est descendant. IBM a pris une claque hier soir, 13%. Pourquoi? À cause du rapport sur l'IA. Et déjà, IBM est fondamentalement présent au CES depuis des années. Avec ses deux... J'ai amené ma première machine, entre guillemets, le premier acteur de machine quantique, D-Wave, en 2018, au CES de Las Vegas. En 2019, IBM est venu avec 2 machines.
Alors, pas les mêmes qubits, mais vous avez ici la représentation européenne avec ASML qui va de très loin, mais pratiquement une fois et demie de valorisation capitalistique supérieure au numéro 2. On a de la chance, on a LVMH, on a Hermès qui est remonté, L'Oréal qui passait quatrième. Vous voyez, ça monte. On voit peut-être tout ce qui est en vert. Après, on regarde à droite, le tableau de droite, c'est les Français. Et quand on regarde Thales, qui est un acteur fondamental pour notre souveraineté, pour les produits qui sont vendus, on est à 60 milliards. Il y a un vrai souci. Vous voyez, on amène des comportements de prédateurs. Quand on a une capitalisation boursière d'un marché à 140 milliards, l'Europe à 15 trilliards et la France à 4 trilliards. La chaîne de valeur, elle est perturbée par des techno-financiers comme ASML. ASML valorisé, comme je vous l'ai montré, ASML 576 milliards. Quand il met 1 milliard d'euros sur nos amis de Mistral, c'est un pouillem. C'est un pouillem. Mais c'est fondamental, c'est la première capitalisation boursière technologique de start-up en Europe, c'est Mistral sur l'IA. Alors, les Chinois ne sont pas en reste, des différences culturelles sont évidentes entre la Chine et l'Europe. La prise de risque est bien différente, notamment quand il y a le gouvernement qui est derrière. La Chine et les États-Unis, pareil, problème de leadership que maintenant, ça y est, les Américains ont admis en 2026 au CES. 52% des décideurs des investissements technologiques, pas les administratifs, les décideurs, ceux qui sont opérationnels, les CIO, CTO, CISO américains, à 52% ont dit avoir perdu le leadership sur l'IA à la Chine. Alors, les enjeux de standards de sécurité. Tout ce qui Gilbert, est. Ouais, il faut qu'on conclue parce que les gens ont les réunions à 14 heures. Donc, ok. c'est vraiment Ouais, désolé. passionnant. Alors, je voulais juste montrer le positionnement américain sur ces sujets d'IA, où la Ouais. CTA a expliqué, quand il y a 1200 lois sur 52 États qui sont contradictoires dans la réglementation de l'IA, oui, il faut un moratoire. Alors l'administration de Trump a poussé pour 10 ans, c'est 5 ans qui sont passés, avec plein de techniques qui obligent qui permettent à ce qu'il n'y ait qu'une seule loi, qui est la loi fédérale, et plus 1200, et la CTA a pris position. Comme la CTA a pu prendre position, alors je vais avancer beaucoup plus vite parce que je vais vous montrer quand même un peu de conclusion. Alors ça, c'est les produits qui ont été mis en évidence. Euh, les moyens de paiement comme étant stratégiques et en quoi la tokenisation de la fintech à Hong Kong est un sujet stratégique. Je vais rapidement vous montrer un autre élément fondamental qui est l'agentic commerce et comment des acteurs, tous les acteurs, de Visa à Mastercard, travaillent sur ces sujets-là. Mais c'est rien par rapport à ce que font déjà nos amis chinois. Et vous allez voir, sur l'agentic commerce, c'est comment on achète avec un robot une paire de chaussures en lui disant je veux une paire de Nike de 52 à 60 euros et d'ici 3 mois. Ils ont tous franchi ce tipping point, ce point de rupture. Alors, en France aussi, on a des acteurs, hein, mais la Chine, elle travaille en plus sur des sujets, c'est déjà opérationnel, comme Alibaba, comme ByteDance, comme Tencent, sont tous sur ces sujets, et en Chine, avec SoftBank, sur ces sujets-là de agentic commerce. Alors, on a des acteurs européens, Aiden, Cladar, Mistral en France, qui travaillent dessus aussi, avec des API, via ces API. Donc, on a des acteurs français. Pourquoi Musk s'intéresse autant au data center dans l'espace? Tout simplement parce que la Chine y est déjà et qu'a fait une démonstration. Alibaba Queen 3 a fait en orbite une démonstration de son data center avec un calcul qui a été fait depuis le spatial sur sa requête. Et démonstration première mondiale au CES. Quand je vous disais que c'était le métronome planétaire, qui permet de prendre conscience. D'autres acteurs sont dessus, mais les Chinois sont bien en avance. Alors, l'infrastructure, on a vu les principes. J'aimerais aller du coup très rapidement Oui, sur. à la Alors, ça, conclusion. c'est pour la conclusion. Comment on forme comment on forme des Ah oui, ingénieurs en 200 Chine? slides, Ouais. c'est gonflé. Autant que d'inscrits. Les gens vont rentrer en réunion là, à 14 heures. Ouais, Ouais, il faut vraiment qu'on conclue là. donc, dans la conclusion,
Ce que j'ai voulu montrer, c'est ça. CES 2026 a confirmé un basculement fondamental. L'IA n'est plus une application, mais une couche d'infrastructure critique, avec les trois leviers que j'ai évoqués tout à l'heure, la cryptologie post-quantique, le QKD et la blockchain. Les directions techniques et de sécurité, cela implique une réévaluation immédiate des roadmaps technologiques, des modèles de sécurité et des stratégies souveraines de données. La compétition n'est plus sur le logiciel, mais sur le contrôle de l'infrastructure de calcul, de confiance et de transaction. L'inaction se traduira par des petits problèmes techno et j'ai prévu une roadmap, les silos technologiques IA, quantique, DLT. Ça n'est pas futuriste. Les Chinois travaillent dessus depuis le 13e plan. J'en ai fini. Le modèle de confiance est brisé. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Et on le voit tous les jours, on le constate tous les jours avec ce qui s'est passé à Bercy. Christophe, merci de cette opportunité. J'étais un peu long et un peu rapide, je suis désolé. Non, c'était d'une densité incroyable, mais très, très intéressant. On sent vraiment le basculement que tu as été capable de nous présenter là avec moult chiffres et informations à l'appui. Alors, moi, j'avais une question. Y a-t-il des questions justement dans l'audience? Je vois que les gens ont été tous très attentifs. Alors, vous pouvez les poser. Le señor Bretones, président. Ah, y a-t-il des questions? Il y a M. Écoute, Daniel Bretones, le président de l'Andaise. très bien. Donc, Je ne sais pas il si vous pose une pouvez. question? Je ne sais pas. Non, en Il tout a cas, je levé la sais qu'il n'y main. a que du beau monde d'inscrits, ça c'est certain. Apparemment, je ne vois pas de questions ou alors mon est bloqué. Sarah, de votre côté, vous voyez des questions? Ah, conversation. C'est rare, c'est tellement passionnant que effectivement les gens n'ont pas de questions. Non, je vois pas de Alors, questions. pas Mais de questions non monsieur plus? Breton, vous pouvez activer votre micro si vous êtes connecté. Je vous ai... Ah, allez, on va laisser alors une question au professeur Daniel Bretonnes. Normalement, il peut activer son micro. Je l'ai. Oui. Et on va terminer par deux, trois questions. Oui, non, on Calice. n'entend pas. Oui, Oui, c'est oui, bon. non. C'est bon là? Oui, c'est Oui. parfait. Ouais. Oui, simplement, j'ai à dire que je suis un peu effrayé quand j'ai vu les documents de Gilbert, parce que les Américains ne sont plus les leaders, ils sont maintenant derrière les Chinois. Et quand je vois l'Europe, on est uniquement sur la partie académique relativement bien placée, à part une société qui s'appelle ASML et qui intervient sur certaines technologies pour pour les semi-conducteurs. Mais est-ce qu'on peut encore rattraper le retard en Europe? J'ai l'impression on est en train d'être sorti de l'histoire. Je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a des possibilités de remonter la pente ou c'est terminé pour l'Europe? Non, c'est pas Bonne terminé. question. On a des atouts, on a des vrais atouts, mais on a un délai de latence qui sera incompressible. Le premier d'entre eux, c'est le consensus. Le deuxième d'entre eux, c'est d'identifier les vrais problèmes. Le troisième, c'est le discernement du message politico-médiatique. J'insiste dessus, mais c'est fondamental à comprendre. Tous les pays le font. Mais quand nous, nous, Européens, on est encore plus sujet à ces propagandes politico-médiatiques, je suis désolé, moi, les technologies quantiques industrielles, je les vois depuis 2016-2018. Et quand je vois ce que fait JP Morgan Chase avec les trois technologies que j'ai évoquées tout à l'heure, sécurisées, oh, il y aura toujours des pillages, il y aura toujours un malin qui va trouver la faille. Mais là, 1,2 million contribuables, moi je refuse de mettre ma carte bancaire sur un réseau. Je refuse d'aller sur Internet parce que je sais que je me fais piller. Et ça, je n'ai même pas parlé de ce qu'ont mis en place les Américains. Donc, le rapport Draghi est vraiment la roadmap à suivre. Il est dépolitisé pour moi, il est vraiment scientifiquement béton. Il y a des illustrations concrètes sur le terrain de différents pays où on forme des ingénieurs. Alors nous, on ne pourra jamais avec la RGPD. Alors, Hong Kong a mis en place des structures sur la reconnaissance faciale et la reconnaissance émotionnelle qui soient RGPD compliant. Mais le zéro knowledge et le zéro trust,
moi j'étais surpris il y a 3-4 ans quand j'ai fait une intervention dans un organisme de cybersécurité ultra réputé en France, venir au Canada et ne pas savoir ce que c'est que le zéro knowledge et le zéro trust. Christophe, tu viens du Canada, je pense que tu as vu ce qui se passe. Donc, oui, on peut rattraper. C'est une roadmap, je l'ai définie. Si on a besoin d'assistance dans l'audience, je serais très heureux de travailler avec Christophe sur le développement de cette roadmap. Il y a une roadmap qui est de 5 à 7 ans, avec des points fondamentaux où il faut sortir des sentiers battus, tout en étant clairement en respect de la loi. Ce n'est pas une question de compliance. La compliance, c'est gentil, on coche des cases. Non, comment on délivre? Voilà, j'espère avoir répondu un tout petit peu à ta question, professeur Bretonnes. Oui, ben merci pour ces précisions. Donc, on a encore un peu d'espoir, c'est ce que je retiens, mais il faut qu'on se bouge. Et quand est-ce qu'on va vraiment bouger? That is the question. Quand tu mets 20 millions, quand tu t'appelles la BPI, que tu mets 20 millions sur la blockchain alors que les Chinois mettent 275 milliards, il y a un bug. Oui, on n'est pas dans le Il y a même un bug. cours, c'est clair. Et quand tu as un dispositif d'usurpation d'identité qui permet à quelqu'un de se faire piller 1 200 000 comptes sans le déceler, oh, allez, 10, 15 comptes à 10 heures du soir, à 22 heures, à 4 heures du matin, et que tu n'as pas un système d'information. Pour ça que j'ai pris le temps de donner c'est quoi un système d'information de notre président Claude Claude Salzman. Salzman. Mhm. Ouais, c'est un système d'information qui ne fonctionne pas. C'est surréaliste. Voilà. Ouais. Alors pour avoir enseigné le management des systèmes d'info, pour avoir enseigné la gouvernance des systèmes d'info pendant 4 ans dans des universités, pour avoir fait en tout cas, voilà, oui, on peut réagir, mais il faut identifier les bons problèmes en sortant des discours politico-médiatiques et avoir le discernement qui s'impose. OK, merci bien. Écoute, ben, un grand merci, Daniel, à la fois pour la question et puis Gilbert pour ta brillante intervention comme toujours. Alors, il y a quelques commentaires, hein, c'est très, voire trop dense, mais effectivement, je pense que des messages sont passés. Je vois Thierry là qui dit, voilà, ça inquiète avec sur la domination chinoise, le rouleau compresseur idéologique, on parle même de colonisation, tiens, numérique, c'est pas mal ça, pour s'étendre, etc. On va devoir être plus parano. Voilà, en tout cas, tout le monde te remercie. Oui, il y a un replay pour ceux qui posent la question. Il y a des gens, là, je vois, de Nouvelle-Calédonie qui sont en train de nous quitter parce que là, il est très tard. Maintenant, je crois qu'il est minuit dépassé. Donc, un grand merci. Vous allez avoir, donc, dans les 24 heures, le white paper ainsi que la vidéo que vous pourrez revoir. Donc, merci. Désolé pour ce petit retard, entre guillemets, et bonne réunion à tous ceux qui rentrent en réunion ou qui travaillent comme nos amis québécois. Merci à toi, Merci, Gilbert, aussi. Christophe. Merci de cette belle opportunité. Super.